Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue au magazine Cap sur la décentralisation, un nouveau magazine que vous aurez à suivre désormais sur la Télé 7. La République démocratique du Congo est engagée dans un processus ayant pour objectif principal le renforcement de la stabilité et de la bonne gouvernance, dont la décentralisation, un des principaux axes des réformes liées à la gouvernance, devant nous permettre d'améliorer la gestion de ressources naturelles, humaines et financières au niveau central et local, conformément aux dispositions de la Constitution et dont le processus est amorcé par le gouvernement depuis 2006. Pour notre premier numéro du magazine Cap sur la décentralisation, notre équipe de reportage est allée constater sur terrain les fonctionnements de la commune délimitée, une de 24 communes de la ville-province de Kinshasa. Je vous propose donc de suivre dans un premier temps les portraits de cette entité territoriale décentralisée de la ville-province de Kinshasa. Créée dans les années 1958, la commune de Limete avait tout d'abord une superficie de 23,78 km². Après 10 ans de son existence, elle a connu une forte extension par l'installation de larges concessions ayant occasionné l'augmentation de sa superficie qui est passée de 23,78 km² à 67,60 km² actuellement. À cause de cette large superficie qui dépassait dans les années 1968 les limites de la ville de Kinshasa, Limete a été réputée la commune urbano-rurale. Historiquement et selon les aspirations légendaires du coin, le mot Limé signifie l'herbe qui pousse dans les terres marécageuses entéquées. Composé de 14 quartiers regroupés en 3 poules, à savoir le poule Kingabois, le poule Centre et le poule Mombélé, la commune de Limete est habitée par les nantis de l'intérieur comme de l'extérieur du pays et les étrangers. Selon la constatation démographique, les ethnies dominantes par leur nombre sont le Soukou, le Yaka, Mongo, Teke, Luba et Congo, hormis les étrangers des différents pays du monde. D'après le dernier recensement de 2007, le nombre d'habitants de la commune de Limete s'élevait à 242 531, soit une densité de 3570 au km² en moyenne par rapport à sa superficie. À première vue, Limete se passe pour une entité agro-industrielle en tenant compte de ses intenses activités industrielles et agricoles à cause de l'installation de plusieurs usines, de multiples traitements ou fabrications. Avec ces industries ayant connu un essor grandissant avant l'indépendance de la RDC, Limete a accusé un impact remarquable important dans les secteurs économiques de la capitale. Dotée de gigantesques usines diversifiées, parsemées et de multiples maisons commerciales, sans oublier des hôtels de haut standing et magnifiques sites touristiques, la commune de Limete est considérée comme la plus industrialisée de la ville de Kinshasa, qui lui confie la première place dans le domaine économique où son précieux impact économique n'est plus à dénombrer. D'où elle contribue efficacement au développement économique dans l'agglomération commerciale de la ville de Kinshasa. À cause de ces intenses industries à caractère économique, Limete s'appelle parfois à juste titre la commune industrielle. Cependant, à cause des troubles dans le pays et multiples rébellions et guerres, la commune de Limete a été la grande victime des pillages et destructions de ces plusieurs usines qui ont fermé les portes, perdant ainsi sa splendide robe d'automne. Mais malgré cela, elle garde toujours sa place de choix avec la naissance d'autres grandes nouvelles industries et maisons commerciales luxueuses. Construit avec la participation des fils et filles de Limete, encadrés par les notables de l'entité, le bureau de la commune, appelé communément la maison communale ou municipale, est installé dans une bâtisse en étage entre la 12e rue et la 13e rue au quartier résidentiel. Ayant en son sein 26 services, le bureau de la commune de Limete est chapeauté actuellement par le bourgmestre Nkulu Numbi Douglas,
secondé par le bourgmestre adjoint Godé Gabana Moussangundi. En attendant les élections municipales et locales qui pointent à l'horizon pour la mise en œuvre effective de la décentralisation au niveau municipal, ces dirigeants consentent à l'amélioration de la vie de leurs administrés. Selon la loi organique numéro 08/016 du 7 octobre 2008, les entités territoriales décentralisées composées en RDC de la ville, la commune, les secteurs, la chefferie sont dotées de la personnalité juridique et jouissent de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques et sont gérées par les organes locaux. C'est-à-dire qu'elles peuvent se présenter en justice, acquérir le bien propre, prendre et exécuter les initiatives indépendamment du pouvoir provincial ou central. Qu'en est-il de l'applicabilité de cette loi organique votée et promulguée en République démocratique du Congo? Le bourgmestre de la commune de Limete, Koulou-Numbi Douglas, a, après plusieurs jours d'attente, accepté de nous accorder une interview sur son quotidien à la tête de cette entité territoriale décentralisée. Nos administrés sont, comment dirais-je, exigeants, mais c'est leur droit le plus légitime. Nous luttons jour pour jour dans une planification évidemment à pouvoir répondre à leurs desiderata en fonction évidemment dans les limites de nos compétences. Parce que la commune a des compétences limitées et un budget limité. Pour les chefs de quartier, la collaboration est très bonne. Évidemment, je vous ai parlé de la population qui est exigeante. Moi-même aussi, je suis très exigeant vis-à-vis des chefs de quartier, notamment en ce qui concerne les rapports journaliers. Je ne peux pas comprendre que moi, je fais un rapport journalier chaque jour à son Excellence Monsieur le Gouverneur, mais qu'il y ait des quartiers qui ne fassent pas des rapports. C'est parmi des choses que je ne tolère pas. Il y a des situations où on ne se limite pas à un rapport de quartier ou bien un rapport de la police. Il y a des situations pour apprécier, il faut absolument être là. Mais en dehors de cela, nous faisons l'itinérance pour nous enquérir du déroulement de la vie, de la tranquillité sur l'ensemble de la commune. Le premier défi était d'abord d'assainir la maison communale. On ne peut pas comprendre que nous qui avons la charge de contrôler la salubrité, de contrôler l'hygiène publique et d'offrir des services de qualité, nous avons donc commencé par assainir non seulement les climats de travail à la commune, mais aussi assainir la maison communale elle-même. On ne s'est pas arrêté par là. Aujourd'hui, la commune de Limete a une salle de fête. Et tout ça, nous le faisons sur fonds propres, madame. Mais on ne s'est pas limité à la maison communale. Actuellement, si vous arrivez à la 7e place commerciale, nous avons initié des travaux où nous voulons offrir un parc à la population de Limete pour que le jour ou le soir, qu'ils aient la possibilité de s'asseoir sur un endroit assaini, en famille, bien entre amis, causer. Nous sommes en train de travailler sur cela. Nous avons essayé de rétablir l'autorité de l'État. C'est là important. C'est là important. Je crois que les gens, la population a de très bonnes habitudes. Nous la félicitons, mais il y a parmi la population ceux qui ont des mauvaises habitudes, notamment de barricader les routes. En tout cas, avec nous, on a eu à casser plusieurs constructions lorsque nous constatons qu'elles sont anarchiques. Nous continuons, nous avons remis de l'ordre au port de Ngwele à Kingabwa. Nous devons aussi, dans le cas d'itinérance, d'ici là, avoir une réunion avec les jeunes de Kingabwa pour parler de la sécurité. On n'a pas beaucoup fait, vous vous en doutez, tout cela c'est dans une année, mais nous sommes déterminés à pouvoir changer l'image de cette commune. Bon, j'aimerais d'abord dire que nous sommes fiers d'être une commune industrielle, mais ce n'est pas la commune qui
gèrent les industries. Toutes ces industries sont assujetties à la DGI, ils sont assujettis même pour leur contrôle au secrétariat général à l'économie. Donc, la commune est fière de les avoir comme résidents, comme exploitants d'activités. C'est des partenaires avec lesquels nous collaborons. Et donc, comme je le disais, c'est une fierté, mais les gens pensent souvent que ces entreprises-là payent leur impôt sur le bénéfice, leur impôt sur la rémunération, leur TVA. Les gens pensent qu'ils la payent à la commune. Non, pas du tout, bien au contraire. La commune se contente des menus frétins, ce sont les kiosques, les boutiques qui payent leurs taxes à la commune. Nous n'avons pas, par exemple, de marché à Limité, vous vous rendez compte. La commune de Limité, quelque grand qu'elle serait, n'a pas de marché municipal. Mais dans notre façon de mener notre leadership, c'est que nous comptons plus sur les fonds propres. Et je n'ai pas honte de dire que ce que nous récoltons en termes de fonds propres est plus important que la rétrocession. Je crois que c'est là la stratégie pour nous de diriger cette commune. On n'est pas là en nous disant, bon, on attend que la rétrocession vienne, mais et quand elle n'est pas là, et la ville elle a aussi des contraintes. Non, nous dirigeons la commune de manière à ce que, là où nous savons récolter une taxe légale, nous la récoltons pour faire fonctionner la commune. Et c'est comme ça que vous arrivez à avoir des petites réalisations que nous faisons sur fonds propres. Maintenant, s'il y a la rétrocession, ça nous appuie parce que les besoins sont toujours illimités, surtout pour une commune comme Limité. Voyez les ressources, mais regardez les charges. Savez-vous que chaque 2 jours, après chaque 2 jours, la commune doit ramasser encore d'un indigent, d'un inconnu sur le fleuve, sur la rivière Ndjili, sur l'avenue ou un accidenté, et c'est la commune qui prend en charge tout cela. Je peux vous assurer que si ça arrivait une fois par mois, je ne m'en plaindrais pas. Mais donc ça arrive tous les 2 jours. Même lorsque vous voyez un corps qui vous dit toujours, oh mais quelle commune va au Salamine. Donc nous sommes là, nous nous prenons en charge et nous ne nous plaignons pas. La décentralisation, le processus est très lent. Il est très lent. Je crois que les bourgmestres ne devraient pas être réduits à un rôle de simple représentation. Je crois qu'on ne va pas arriver comme ce que j'ai vu en Belgique où la commune fait même les routes. On n'y est pas encore, mais je crois que le bourgmestre ne doit pas être responsabilisé juste pour un rôle protocolaire. C'est celui qui va à telle manifestation pour assister à porter son écharpe, assister à une inauguration ou remplir les rangs. Je crois qu'il y aura une vraie décentralisation dans ce pays lorsque les communes auront des vrais pouvoirs d'administration de la population, lorsque les communes seront en mesure, lorsqu'il y a une passerelle, par exemple à jeter, que la commune puisse le faire, lorsque l'autonomie financière sera réelle, d'autant plus que l'ordonnance loi prise par le chef de l'État qui fixe la nomenclature des impôts et taxes dus aux ETD, entités territoriales décentralisées, ne peut pas s'appliquer aujourd'hui parce que les taux ne sont pas fixés dès lors qu'il n'y a pas d'assemblée délibérante au niveau des communes. Du coup, nous nous retrouvons bloqués parce que nous ne savons pas prélever ces impôts et taxes dès lors que les taux ne sont pas encore fixés. Bon, il y en a qui disent que ce sont les assemblées provinciales qui vont les fixer, mais la loi ne l'a pas prévu. Nous sommes dans une sorte d'impasse. Donc, si vous voulez mon point de vue, la décentralisation est très lente. Espérons qu'avec les recommandations des concertations nationales, nous allons passer à une vitesse supérieure où on doit nous éprouver. On ne dit pas simplement qu'on doit nous donner des moyens sans nous contrôler. Il me semble que si, par exemple, chaque commune devait présenter une feuille de route, chaque commune devrait, par exemple, mensuellement énumérer 2-5 projets
à accomplir. S'il y a des moyens pour cela, on sait vérifier à la fin du mois si les projets ont été exécutés ou pas. Et donc, quelque chose comme un contrat social entre justement les dirigeants des communes et les autres instances, notamment le gouvernement provincial et le gouvernement central. Donc, je considère quand même que nous n'avons vraiment pas de pouvoir réel. Un bourgmestre, ça ne sait même pas, aujourd'hui, n'est même pas autorisé à donner un nom à une avenue. Un bourgmestre se réduit à la célébration des mariages. Voyez-vous, lorsqu'on demande... Essayez un peu de demander, vous, de la presse un jour, au commun des mortels, je vois vous des fois le micro-baladeur demander, mais quel est le travail d'un bourgmestre? J'ai peur qu'ils ne vous disent que c'est célébrer les mariages et délivrer les attestations de naissance, bonne vie et mœurs. Voilà à quoi les responsables des ETD sont réduits, soit par eux-mêmes, parce que soit par les pouvoirs publics. Des retours sur ce plateau, j'ai en face de moi M. Norbert Yamba, expert des questions de décentralisation et activiste de la société civile. M. Norbert, bonjour. Bonjour madame. Nous venons de suivre avec vous à quoi se résument aujourd'hui les tâches d'un bourgmestre qui reste protocolaire, comme l'a conclu M. Douglas lors de cette interview. Qu'en est-il de la loi organique numéro 08/016 du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des ETD et leurs rapports avec l'État et les provinces? Merci madame pour l'opportunité que vous m'offrez de parler de cette question importante parce que l'avenir du pays en dépend. Vous savez que le Congo, c'est une masterdate, un pays de 2 345 000 km². Vous pouvez bien vous imaginer, c'est 4 fois et demi la France, c'est 80 fois la Belgique, c'est 7 fois le Japon, c'est 5 fois l'Allemagne fédérale, 120 fois le Luxembourg, 100 fois le Rwanda. Donc le Congo, c'est un sous-continent. Et s'occuper du développement du Congo, il faut donc une sorte de réorganisation du Congo. Le législateur a arrêté naturellement la formule de la décentralisation comme la voie obligée pour développer, démocratiser le développement national. Et la loi 016 que vous évoquez est une loi importante parce qu'elle permet de définir les compétences, les rapports entre le gouvernement central et les ETD et le rapport entre les ETD et le gouvernement provincial. Alors maintenant, la question que vous posez, c'est celle de savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Cette question, elle est très importante et si on tente de répondre à cela, je pense qu'on aura débloqué la situation aujourd'hui. Je crois vous l'avoir dit, le Rwanda, par exemple, c'est 26 000 km², c'est comme la République, le territoire de l'Omela. Donc, il y a des territoires chez nous, je prends la commune de Kimbaseke, c'est 1 400 000 habitants. Quand vous prenez le Gabon, c'est 1 300 000. Donc, nos communes sont des pays. Nos territoires sont des pays. Il est important de pouvoir clarifier cette situation. Où est-ce qu'on en est? Ok. Aujourd'hui, la particularité de la décentralisation, c'est sa capacité de donner des personnalités civiles à des entités qui sont reconnues comme telles. À ce jour, on remarque que les entités territoriales décentralisées, que ce soit les villes, les communes, les secteurs ou les chefferies, n'ont pas la capacité d'initiative, même si la loi leur donne cette opportunité-là. On ne voit pas beaucoup les initiatives, les impulsions qui sont prises au niveau de ces entités pour, j'allais dire, construire par exemple des écoles, pour arranger les routes et les dessertes agricoles par exemple, pour ne serait-ce que construire des ponts de santé, etc. On ne voit pas ça et la mobilisation des ressources sont difficiles, encore que
il y a un partage des compétences qui sont dévolues au gouvernement central, des compétences au gouvernement provincial, des compétences au niveau local. Mais qu'est-ce qu'on constate? Le transfert des compétences pose encore problème. Les compétences qui auraient pu revenir aux provinces sont retardées encore. Les compétences qui auraient pu revenir aux entités locales, notamment les villes, les communes, les secteurs ou les chefferies, sont retardées encore. Le transfert de ressources. Les ressources, par exemple, il faut les moyens. Vous savez, le partage des ressources à caractère national, les recettes à caractère national. Ce qu'on appelle tantôt la retenue à la source, tantôt la rétrocession. Ça pose problème. Les études qui ont été faites récemment montrent qu'on n'est pas au-delà des 17% pour les moyens qui arrivent au niveau des provinces. Et les moyens qui arrivent au niveau local ne dépassent pas 2%. Ça, c'est un problème. Parce qu'on ne peut pas faire la décentralisation si on n'a pas les moyens. Il faut disponibiliser des moyens pour arriver, par exemple, à organiser, à arranger les routes, à construire les écoles, à construire les centres de santé, à construire les liens de loisirs, à organiser les sports, à organiser l'argent. Tout cela exige des moyens. Et au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui manque vraiment pour l'applicabilité de cette loi encore lettre morte? Il y a deux phénomènes importants. Le premier phénomène, il y a insuffisance de la volonté politique. La volonté politique de transférer les compétences, de transférer les ressources, de transférer les charges aussi. Parce qu'il y a des secteurs qui sont reconnus décentralisés. L'éducation, la santé, l'agriculture, la fonction publique, etc. Ce sont des secteurs décentralisés. Il faut qu'il y ait un transfert des compétences. Ça, on en a besoin, des transferts des ressources, transferts des charges. Et il me semble que la volonté politique agissante pour arriver naturellement à ce type de transfert retarde encore. Un autre élément, c'est l'esprit d'assister. J'allais dire qu'en fait, que les entités locales aujourd'hui sont très fainéantes. Il n'y a pas une très grande capacité de mobilisation de ressources internes. On a connu dans beaucoup de pays des communes. Je prends par exemple aux États-Unis, même s'il ne faut pas comparer les incomparables. La commune de Montgomery a 4 milliards de dollars de budget par an et qu'elle a des universités, elle a des sociétés de transport, elle a une société de santé, plusieurs activités, plusieurs industries, plusieurs unités de production existent au niveau de la commune qui génèrent des ressources et qui permettent à la commune de poser des actes qui sont susceptibles de répondre aux préoccupations de la population. Et chez nous, on attend que Kinshasa envoie. Si Kinshasa n'envoie pas, rien ne se fait. Et quand Kinshasa envoie peu d'argent, eh bien, cet argent ne va pas servir à pouvoir changer la situation des citoyens, eh bien, ça va servir naturellement n'est-ce pas, pour le deuxième salaire de ceux qui sont censés être les animateurs de ces entités. Et donc, nous avons un problème au niveau de la volonté politique, encore que la volonté politique doit assainir les choses, doit avoir la vocation de pouvoir changer la chose et de booster la décentralisation. Nous avons également n'est-ce pas, les problèmes liés à l'esprit d'assister, un peu le fainéantisme des institutions locales, où on attend que les devoirs viennent du ciel et qu'ils puissent justement les résoudre. Et pourtant, la décentralisation donne la possibilité aux entités locales d'avoir la capacité de prendre des initiatives, de prendre des décisions, de donner l'impulsion pour qu'à leur niveau, elles fonctionnent comme des républicaines. Si je prends par exemple l'exemple de Sao Tomé-Principe, c'est 200 000 habitants. Mais c'est un pays qui a 6 provinces avec la capitale, 200 000. Mais quand vous voyez Kimbanseke, seulement 1 400 000 habitants. Lorsque vous prenez par exemple la plupart de nos territoires, vous arrivez à Kenge par exemple, vous avez combien? Une chefferie seulement avec 600 000 habitants. Plus que comme la République de la Guinée équatoriale. Donc on a besoin que ces entités prennent conscience qu'elles gèrent des hommes et des femmes, des populations importantes, et qu'elles peuvent jouer le rôle de républicaines à l'intérieur de la grande république qui est le Congo. Et qu'à différents niveaux d'atterrissage, on ressent une volonté très volontariste
de changer la situation. Aujourd'hui, tel n'est pas le cas et je crois que ça constitue un défi réel, que ce soit au niveau national et au niveau local. Monsieur Norbert Yamba, nous avons eu à approcher également Madame Meta Pinda Henriette, chef du quartier résidentiel, un des 14 quartiers qui composent la commune délimitée, et son adjoint, Monsieur Molonza Pia Marien, qui nous parle ici de leur quotidien et difficultés rencontrées en exercice de leurs fonctions. En tant que chef du quartier 1, je suis territorial. Or, un territorial ne peut pas rester sur place. Je suis obligé d'abord, le matin, je dois sillonner. Qu'est-ce que nous faisons avec le chef du quartier adjoint? Lui sillonne, peut-être qu'aujourd'hui je peux dire, bon, moi je sillonne du côté Motel Fukine. Lui sillonne du côté centre. Et notre secrétaire est obligé aussi de sillonner de l'autre côté. Et alors ensemble, quand nous rencontrons ici, on fait les synthèses et puis nous faisons le rapport journalier. Donc à partir de ce que nous avons trouvé sur terrain. Et des deux, nous sommes obligés de faire le recensement. Donc le recensement, nous le débitons avant pour que nous puissions le faire très bien et donner le rapport. Donc le recensement que nous faisons, nous sommes obligés, moi, mon adjoint, notre secrétaire, nous avons aussi les agents recensaires et notre chargé de la population, qui est le chef même des agents recensaires. On se partage les tâches. Moi, je suis là pour coordonner, mais parfois, même si je ne coordonne pas, je suis aussi sur terrain pour recenser. Les difficultés, en tout cas, nous trouvons beaucoup de difficultés sur terrain. C'est quoi? Vous pouvez arriver, d'abord avant de faire le recensement, 24 heures, nous déposons les avis. Nous déposons les avis, le petit papier bleu. Nous les déposons auprès de la population, le papier ici. Les papiers ici, avis de passage de recensement. Nous les déposons toujours 24 heures. Quand nous déposons, nous écrivons l'heure à laquelle nous allons passer. Après, quand on fait le travail, on leur donne l'attestation ici, l'attestation de recensement, pour dire qu'ils ont été recensés. Et là, on laisse ça dans chaque ménage. Puis c'est notre recensement du quartier résidentiel, on le fait par ménage. On entre dans une parcelle, on le fait par ménage et puis par après, on sort. Je suis, pour moi en tout cas, je suis très contente que ça se passe, hein, puisque avec la décentralisation, je crois que nous aurons plus de choses qui ne sont pas pour le quartier et qui sera peut-être à nos mains. Alors c'est pour moi en tout cas, je suis très contente que ça puisse se faire. Nous avons les revenus qui peuvent nous faire fonctionner, qui peuvent faire fonctionner ce quartier. C'est quand par exemple la population ou quand nos administrés vendent ou achètent des parcelles. C'est-à-dire quand ils vendent ou quand ils achètent des parcelles, ils doivent venir nécessairement au bureau de quartier pour la vérification des documents. Et quand ils vérifient les documents, et à cet effet-là, les documents sont authentiques, ils doivent revenir vers nous pour avoir les documents au niveau de notre quartier, c'est-à-dire avoir des fiches parcellaires et les attestations de confirmation, ainsi que l'enregistrement au registre des propriétés des parcelles. Mais il s'est fait que, comme le quartier résidentiel a plus de certificats d'enregistrement, quand les gens font les opérations de vente ou achat de parcelles, ils vont tout droit aux affaires foncières ou au cadastre. C'est un manque à gagner pour nous. Donc ils reviennent vers nous, c'est seulement après avoir obtenu le certificat d'enregistrement, ils viennent seulement pour déposer à titre de témoin. Voilà, nous avons vendu, nous avons acheté. Ils déposent seulement le certificat d'enregistrement sans pour autant ne pas nous remettre quelque chose. Donc c'est une difficulté parce qu'à part ça, nous n'avons pas une autre recette que nous pouvons avoir quelque chose. De la part de l'État, officiellement, les frais de fonctionnement, non. Mais à chaque fois que le bourgmestre de la commune reçoit une rétrocession, par exemple, il donne au bureau du quartier quelque chose pour les salongos, pour l'achat d'une rame de papier ou de quelque chose comme ça. Selon la volonté du bourgmestre, il peut dire, je donne à chaque bureau de quartier autant pour qu'ils puissent aussi acheter ou faire fonctionner le bureau. Mais officiellement, de la part de l'État, non. Nous souhaiterions qu'on puisse reconnaître l'autorité du chef de quartier.
que le chef de quartier soit doté, par exemple, du vrai pouvoir qui lui est conféré par l'État. À cette époque-là, le bureau de quartier aura la même mise pour bien exercer ses services. Nous avons toujours souhaité qu'on puisse délocaliser notre bureau de quartier, étant donné que le bureau de quartier fonctionne dans un petit local au sein du bâtiment de la maison communale. Cette situation nous met dans l'embarras le plus total. Donc nous ne sommes pas connus de notre population. C'est une grande difficulté pour nous parce que le bureau est peaufiné dans une petite pièce alors que la population cherche à nous trouver, cherche à nous voir pour des renseignements, pour des entretiens, mais la population ne nous trouve pas. La population a difficulté à nous localiser. Nous voulons qu'on puisse nous donner un espace où nous serons vus de toute notre population. Monsieur Norbert Yamba, le chef des quartiers mis à la disposition de la commune pour soutenir ou encore appuyer les actions du bourgmestre sur terrain, semble quelque part délaissé par l'administration centrale dont il dépend, car étant un service déconcentré. Quel commentaire vous faites de cette situation? Merci beaucoup. C'est un problème réel au niveau de notre pays. Il y a des entités déconcentrées et les entités décentralisées. Vous l'avez bien dit, les entités décentralisées, ce sont les villes, ce sont les communes, les secteurs et les chefferies. Tandis que les entités déconcentrées, vous avez les territoires, parce que les districts n'existeront plus, et vous avez les territoires, vous avez les groupements, vous avez au niveau de villes, ce sont des quartiers. Ce sont les villages aussi, ce sont des entités déconcentrées. Bon, il y a des problèmes réels aujourd'hui en termes des entités déconcentrées. Que ce soit au niveau du territoire, que ce soit au niveau des quartiers, ça pose problème. Et vous savez que la particularité des entités déconcentrées, c'est